Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, nous allons parler du livre. Ce n'est pas la dernière partie du choc de civilisation, mais le couple franco-allemand n'existe pas de Coralie de l'Aube. Donc on va parler d'Europe les amis. Mais avant ça, générique. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis pas critique professionnel. Je suis simplement un citoyen curieux. Je lis les livres de la première ligne à la dernière ligne. Contrairement à ce qui se fait souvent dans les grands médias. Je ne connais pas non plus Madame de l'Aume, je ne l'ai jamais rencontrée. Je sais simplement qu'elle est journaliste, blogueuse et que c'est son 3e livre. Je n'ai pas cherché à en savoir davantage, car je ne voulais pas être influencé, que ce soit en bien ou en mal. Pour ceux qui souhaitent commander le livre, un lien se trouve en bas de la vidéo. Première question que je me suis posée avant de lire le livre, c'était de savoir si une Française pouvait être objective pour analyser les relations franco-allemandes. Et la réponse est non pour ce livre. Ce livre est clairement orienté. Et vu que je ne suis ni français ni allemand, je suis belge, je pense être un peu plus objectif. La première chose qui m'a frappé dans le livre, c'est déjà dès l'introduction, elle dit que le couple franco-allemand n'existe pas, que l'Europe c'est du n'importe quoi, que l'euro ne tiendra pas, que l'Europe va imploser, etc. Alors que dans l'introduction, normalement, on introduit le sujet, on explique pourquoi on a choisi de traiter ce sujet, on donne quelques informations. Mais là non, elle commence par la conclusion. Donc pour moi, c'est une grosse erreur méthodologique. Autre chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, de graphiques, de statistiques. On ne se rend pas compte des rapports de force entre la France et l'Allemagne. Quels sont leurs PIB, le PIB par secteur, le nombre d'habitants, le taux de fécondité. Ça se voit que Madame de l'Aume est journaliste, il n'y a quasiment que des mots. Donc le livre est divisé en 3 chapitres, et chaque chapitre est en réalité une suite d'articles. On y apprend beaucoup de choses, plusieurs anecdotes. Elle cite beaucoup de journaux, beaucoup de confrères, et quelques grands auteurs. Pour moi, c'est clairement un livre germanophobe. Je vous cite un passage, page 29, où elle parle des visites d'Emmanuel Macron en Allemagne. La première en janvier 2017, où il avait prononcé un discours en anglais à l'université Humboldt de Berlin sur le thème de la relation franco-allemande et du futur de l'Union européenne. La seconde fois, en mars, pour y rencontrer la chancelière et s'y faire adouber. Il y avait alors précédé Benoît Hamon et succédé à François Fillon, également venu baiser l'anneau d'Angela Merkel. Et tout le livre est comme ça. Désolé si j'ai parfois une voix enrouée, c'est parce que je suis un peu malade. On dirait aussi qu'elle a la haine que l'Allemagne se soit relevée après la Seconde Guerre mondiale. Je vous cite un extrait du livre, page 108-109. Encore faut-il rappeler que l'Allemagne qu'il s'agit alors d'épouser n'était absolument pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était tronquée, pénitente, un peu provinciale et dirigée depuis Bonn par un vieux chancelier rhénan francophile et catholique ayant connu les 2 guerres mondiales. Rien à voir avec la superpuissance commerciale qui nous jouxte à présent. Détentrice d'un excédent commercial faramineux dont toute l'Europe est suspendue au vote du Bundestag lors des sommets de la dernière chance pour sauver l'euro, qui négocie seule avec la Turquie sur la question des réfugiés et que dirige depuis Berlin la fille russophone d'un pasteur luthérien volontairement passé à l'Est. On s'est pourtant donné du mal pour que cette Allemagne hégémonique n'advienne pas, on a échoué dans d'indécis proportions, œuvrant méthodiquement à réunir toutes les conditions qu'ils allaient produire le résultat inverse de celui de recherché. Madame de l'Aume me fait penser à une femme qui voit sa voisine avec de l'argent, qui dépense beaucoup, qui a une belle voiture, de beaux vêtements, des vêtements de luxe, et qui a la haine. Elle devient verte de rage. Mais tant mieux si notre voisin a de l'argent. Ça veut dire qu'on pourra lui vendre plus de produits, qu'il aura plus d'argent pour acheter. C'est quoi cette mentalité, franchement? Et le pire, c'est lorsqu'elle parle de Merkel en disant qu'il s'agit d'une fille russophone, d'un pasteur luthérien. Ça veut dire quoi, ça? Elle n'a pas le droit d'être russophone? C'est normal, elle a grandi en Allemagne de l'Est. Et quel est le problème d'être la fille d'un pasteur? Je trouve ses propos nauséabonds, comme il dit souvent dans les médias. Elle dit aussi que les élites françaises ont trahi le peuple, qu'elles n'ont pas vu la montée en puissance de l'Allemagne et qu'elles sont formatées pour être des vassaux de l'Allemagne. Ça, j'ai pas compris avec le formatage. Formaté par qui? Comment? Est-ce que ce sont les services allemands qui implantent une puce dans le cerveau des élites? Je ne sais pas. Elle dit aussi que les élites ont trahi le peuple lors du référendum de 2005. Ça, c'est tout à fait vrai. Elle dit aussi que les élites ont signé les traités européens dans le but de bâtir un cadre dans lequel plus personne ne sait vraiment qui décide quoi et où les citoyens ne savent plus à qui demander. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais certains pourraient dire que c'est un peu complotiste. Et que l'Allemagne est utilisée comme une excuse par les élites afin de faire les réformes. Elle pense aussi que la France est le vassal de l'Allemagne, que l'Italie veut combattre l'UE, mais que Paris ne regarde que pour Berlin.
que la France veut faire de l'austérité pour faire plaisir à l'Allemagne, d'où la loi travail, et qu'on nous dit tout le temps qu'on doit copier le modèle allemand. Ça c'est vrai, c'est un peu stupide, puisque chaque pays est différent. Quelque chose qui m'a bien fait rire, elle dit que voilà, Macron a nommé le maire à l'économie qui est germanophone, Édouard Philippe est aussi germanophone, et Sylvie Goulard, ex-ministre de la Défense, est également germanophone. Moi je vois pas où est le problème, je pense plutôt que c'est une bonne chose, puisque l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. C'est bien qu'il y ait des élites qui parlent allemand. Quand les élites allemandes parlent français, est-ce qu'elles sont soumises à la France? Elle dit aussi que Macron est le dirigeant européen le plus européiste. Je pense que Charles Michel, le premier ministre belge, est aussi pas mal européiste. Elle dit aussi que l'obéissance à l'Allemagne est choisie comme moyen d'importer en contrebande son conservatisme. Eh bien, si c'est vrai, l'Allemagne a complètement foiré, puisque je vois pas où se trouve le conservatisme en France. Il y a le mariage homosexuel, on parle de la PMA, de la GPA. Suffit de regarder 5 minutes la télé pour se rendre compte que là c'est du grand n'importe quoi. Je vois pas où est le conservatisme. Ah oui, pour les Français de l'Ouest, désolé mais elle ne vous aime pas. Hein. Elle dit que l'Ouest était déjà contre-révolutionnaire. Et c'est l'Ouest qui a voté Macron, donc pour l'Allemagne. Elle compare aussi les européistes aux collabos. Elle dit que Jean Monnet est un agent américain, Schuman était un collabo, et que la bourgeoisie a fait exprès de perdre la Seconde Guerre mondiale pour mater les syndicats et reprendre le plein pouvoir. Je sais pas si c'est vrai, ça m'a l'air d'être du complotisme, je vous laisse juger. Concernant le modèle allemand, elle dit qu'il est critiqué en Allemagne, beaucoup de temps partiel, travailleurs sans véritable statut, mauvaise infrastructure, que la croissance est beaucoup liée aux pays émergents et aux délocalisations en Europe de l'Est, et que c'est l'Allemagne qui doit faire des réformes. Et le problème aussi d'Allemagne, c'est qu'ils sont vieux, ils épargnent beaucoup, mais aujourd'hui les banques sont pas sûres, notamment la Deutsche Bank, et donc c'est un gros risque financier. Elle dit aussi qu'en Allemagne, personne ne croit au couple franco-allemand. Je ne sais pas d'où elle tient ça. Est-ce qu'elle a fait des sondages? Est-ce qu'elle a parlé aux 80 millions d'Allemands? Je ne sais pas. Elle fait la promotion de l'invention de l'Europe d'Emmanuel Todd, où il explique que ce sont les structures familiales allemandes qui sont la source de l'autoritarisme allemand, et qu'une Europe allemande ne peut évoluer que dans un sens autoritaire et inégalitaire, et que l'Allemagne est à nouveau un Reich, un néo-Saint-Empire germanique. Elle parle même de Saint-Vampirisation. Et petit à petit, sans que personne ne le remarque, l'Europe est devenue allemande, avec la réunification, l'euro et l'élargissement à l'Est. Elle dit aussi que l'Allemagne domine les institutions de l'UE au niveau des postes clés. En même temps, l'Allemagne est le pays le plus peuplé et avec le plus grand PIB. C'est comme si on disait que la France dominait l'Europe par rapport à Malte. Mais c'est normal, c'est un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus riche. Elle dit aussi que les États-Unis commencent à lâcher l'Allemagne. Trump critique souvent l'Allemagne par rapport à l'OTAN et au déficit américain par rapport à l'Allemagne. Et en même temps, elle dit que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne en 2016 et que c'est une mauvaise chose, que ça isolera l'Allemagne. En quoi le fait de multiplier les clients est une mauvaise chose? Au contraire, ça permet d'être moins dépendant. Elle dit qu'il n'y a pas de couple franco-allemand car l'Allemagne est plus puissante. Ça se tient. Elle dit que l'Allemagne n'a pas fait sa révolution libérale et resta très conservatrice, tandis que la France a eu les Lumières. Et au final, ça a donné le nazisme. Et en plus, Coblence, en Allemagne, était le lieu de la contre-révolution. Donc là, on retrouve les obsessions françaises par rapport à la révolution. Donc si l'Allemagne n'a pas eu les Lumières, elles ont eu les ténèbres. C'est vraiment une religion. Elle dit aussi que l'État définit la France, mais que l'Allemagne existe avec ou sans État. Donc moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que la France est un État artificiel, est un pays artificiel. En gros, c'est l'île de France qui a colonisé tous les peuples aux alentours, des peuples germains comme les Flamands au nord, et les peuples basques, occitans, corses, des peuples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, unis ensemble avec un État fort, autoritaire, qui a imposé le français. Et c'est pas très libéral ça, hein, entre guillemets. Tandis que l'Allemagne est très diverse, avec de fortes identités culturelles locales, mais tous les Allemands sont des Germains. Il n'y a pas de latin, il n'y a pas de slave, il n'y a que des Germains en Allemagne. C'est la grande différence avec la France. Et elle ne comprend pas pourquoi la France laisse l'Allemagne avoir l'hégémonie. Mais c'est parce qu'elle est plus riche, tout simplement, et plus peuplée. Elle dit aussi qu'en Europe, il y a un réveil des peuples, ce qu'on appelle le populisme, et que l'Europe est fracturée en deux. Il y a le nord protestant et le sud catholique. Elle n'est pas sûre que l'euro existe encore en 2021. Si c'est vrai, on va chier. Selon elle, on fait l'Europe pour détruire la démocratie. Le pouvoir part à Bruxelles ou à Francfort. Bizarrement, elle ne cite pas Strasbourg. Certains pourraient dire que c'est du complotisme. Elle dit aussi que les excédents allemands se font sur le dos des autres pays.
C'est ce qu'on appelle l'eurodivergence. Le centre de l'Europe s'enrichit sur le dos du Sud. Ça, c'est très intéressant, mais malheureusement, elle n'approfondit pas le sujet. Elle n'explique pas le mécanisme. Selon elle, la France doit pousser l'Allemagne à faire des réformes. Pour elle, c'est faux de dire la nation c'est la guerre et l'Europe c'est la paix. L'Europe c'est l'ordre, un ordre conservateur, comme l'Europe d'aujourd'hui. Et pour ça, elle prend exemple sur la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Fait intéressant, elle distingue bien le marché commun au marché unique. Le marché unique, c'est la libre circulation des capitaux, et c'est ça, selon elle, qui a fait entrer la crise des subprimes en Europe. J'ai effectué quelques recherches et il semble que la production industrielle a baissé de 31% suite à la crise des subprimes. Est-ce la faute de l'Europe? Aujourd'hui, l'économie et le système financier sont imbriqués à l'échelle mondiale. Elle dit que l'euro, c'est comme la réunification allemande. Ça détruit les pays du Sud comme ça a détruit l'Allemagne de l'Est. Parce que la monnaie est surévaluée. Elle dit aussi que l'Europe est ultralibérale. On l'entend souvent celle-là. Est-ce que les subventions agricoles sont ultralibérales? Est-ce que la bureaucratie, la réglementation tatillonne est ultralibérale? Lorsqu'on dit plus d'Europe, pour elle, ça veut dire plus d'Allemagne et moins de France. Comme si la France n'était pas en Europe. Elle dit aussi que l'Europe décentralisée ressemble plus à l'Allemagne fédérale. C'est pour ça qu'elle s'y sent bien contrairement à la France. Elle préfère quoi? Une Europe jacobine? Où Bruxelles décide de tout, jusqu'au fin fond de la Bretagne? C'est la France qui est autoritaire à ce niveau-là et qui donne pas assez de liberté à ces régions. Fait intéressant, elle dit que la libre circulation des travailleurs est une folie parce que le coût horaire du travail est très différent. Il est de 4,9 € par exemple en Bulgarie et de 42,5 € au Danemark. C'est vrai, ça a l'air complètement dingue. Autre chose intéressante, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est, qu'on appelle PECO, ont été multipliés par 11 depuis les années 90. C'est énorme. Pour elle, l'euro est la plus grande catastrophe économique de l'histoire. Je suis pas loin d'être d'accord avec elle, même si je pense que c'est un peu exagéré. Dans la catégorie divers, j'ai noté qu'elle pense que le journal Le Monde est européiste. Moi, franchement, je ne sais pas, puisque je n'ai aucun journal. Je pense que la plupart, c'est de la merde. Elle clash aussi Asselineau sans le nommer, parce qu'il dit que le premier président de la commission était un ancien nazi, et donc que l'Allemagne est nazie. Ah oui, elle dit que la démocratie est en PLS. La démocratie est en PLS. Je sais pas, elle a voulu faire Jones ou je sais pas quoi. Elle pense que la France est une grande puissance. Ça, pour moi, ça se discute. La France a des points forts et des points faibles, et elle aurait dû approfondir. Et pour elle, la France a des intérêts mondiaux, et l'UE l'enferme dans un petit cadre. Pour conclure, il y a beaucoup d'anecdotes, et elle donne des pistes. Elle donne des noms de grands auteurs. Il s'agit aussi d'un livre clairement germanophobe, pour pas dire plus. À mon avis, elle doit faire des cauchemars avec des Allemands nazis. Il y a comme une odeur aussi de complotiste qui se dégage du livre. On sent aussi qu'elle est française et que ça la touche, et que le livre est très émotif et très passionné. Au contraire, quand il y a des grands problèmes, il faut rester froid et analytique. Il y a un manque total d'objectivité. Elle ne dit jamais rien de positif sur l'UE, comme si l'Union européenne avait que des côtés négatifs. C'est un livre de militants anti-Europe, clairement. Manque d'analyse de fond, ça reste très superficiel, c'est du journalisme. Et aussi, elle n'explique jamais dans le livre comment l'Allemagne, ce pays totalement détruit après la Seconde Guerre mondiale, peuple honteux, repentant, divisé en deux avec le mur de Berlin, est devenu aujourd'hui le plus grand et le plus riche pays d'Europe. La France avait toutes les cartes au début. Elle parle aussi très peu d'immigration, quelques pages à la fin du livre, alors qu'il s'agit d'un sujet majeur. Avec l'euro, elle traite ça comme s'il s'agissait d'une question marginale. Elle ne parle aussi jamais des erreurs de la France. L'Allemagne, au début, n'a pas voulu des pays du Sud dans l'euro, surtout pas de la Grèce. Et c'est la France socialiste de Mitterrand, qui a voulu entrer la Grèce dans l'euro, qui disait qu'on ne pouvait pas faire l'Europe sans Socrate et Aristote. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez lire le livre pour avoir votre opinion, un lien se trouve en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Et je vous dis à samedi, on va interviewer un royaliste ensemble. Merci et à la fois prochaine.